Bienvenue dans cette vidéo présentation tutoriel des bases d'Inkscape. Je fais cette vidéo pour le forum Graph2Graph. Un petit forum, il n'y a pas énormément de membres pour le moment, mais ça va augmenter. Un forum sur le graphisme. Et donc j'ai fait un topic sur Inkscape, sur plusieurs logiciels et sur Inkscape, et j'avais envie de faire quelques tutoriels sur Inkscape. Donc en voilà un, je sais pas si je vais en faire beaucoup. Je vais présenter un petit peu ce logiciel. C'est un logiciel vectoriel. Contrairement au logiciel bitmap, c'est-à-dire qu'ici on travaille en vectoriel, on ne perd pas de qualité, on peut zoomer à l'infini sur les éléments sans en perdre la précision, donc pas de pixelisation, pas de bouillie de pixels quand on a zoomé à mort sur une ligne ou sur un croisement. On peut toujours revenir en arrière vu que ce sont toujours des courbes de Bézier, ce sont des formules mathématiques des vecteurs, donc on peut toujours revenir en arrière, il n'y a aucun problème. Inkscape enregistre au format SVG. Le format SVG est un très bon format qui peut être ouvert dans tous les navigateurs web récents parce qu'il est reconnu en fait. On peut même l'intégrer dans du HTML, le gérer avec du CSS, etc. Donc c'est vraiment un très bon format. Inkscape peut ouvrir les formats Illustrator si je me trompe pas. Illustrator est un autre logiciel vectoriel fait par Adobe qui est très connu, mais Inkscape lui est gratuit et disponible sur tous les systèmes d'exploitation, c'est-à-dire sous Windows, sous Mac, mais aussi sous GNU Linux. Donc c'est un petit plus. Il est complètement gratuit et il est à peu près au même niveau, c'est-à-dire qu'il y a quelques fonctions d'Illustrator qu'on ne retrouve pas dans Inkscape, mais il y a quelques fonctions d'Inkscape qu'on ne retrouve pas dans Illustrator, ce qui fait que ça s'équilibre. On n'a pas l'impression comme ça quand on regarde le logiciel, l'interface du logiciel avec ses icônes colorées, mais il est vraiment très complet. Il est moins austère qu'Illustrator ou que Photoshop ou que d'autres gros logiciels payants, mais seulement il est vraiment très puissant, c'est-à-dire que il y a beaucoup de fonctions que l'on ne voit pas au premier coup d'œil, mais qui sont là et qui permettent de faire énormément de choses. On peut voir qu'ici qu'il accepte des extensions, il y a beaucoup de filtres, il y a beaucoup d'options, beaucoup de fonctions. Donc ça c'est l'interface par défaut d'Inkscape. Ici on a les outils principaux. Ici en haut on a les propriétés et les fonctions liées à l'outil sélectionné. C'est-à-dire que ici, si je prends le premier outil, c'est l'outil de sélection, j'ai donc ici des fonctions qui sont liées à la sélection. Et ici, sélectionner tous les objets dans les calques visibles non verrouillés, désélectionner. Ici, c'est pour faire les rotations. Ici, c'est pour faire les miroirs, les symétries. Ici, c'est pour gérer en fait la position de l'élément par rapport aux autres sur la profondeur. Vous voyez, il y a pas mal de fonctions qui sont liées à la sélection. Si je prends l'outil ici de nœuds, d'édition des nœuds, je vais avoir maintenant ici toutes les fonctions qui sont liées à l'édition des nœuds. C'est-à-dire ici les différentes interpolations, la possibilité d'ajouter ou de supprimer des nœuds, ce genre de choses. Si je prends la loupe, je vais avoir des fonctions liées au zoom. Si je prends le rectangle, je vais avoir toutes les propriétés des rectangles, c'est-à-dire la largeur, la hauteur, etc. Pareil pour le cercle, voilà, pour les autres outils. À chaque fois, ce sont les fonctions qui sont liées à l'outil. Ici en bas, j'ai les couleurs. Alors, toutes les couleurs sont pas là, forcément. Ça, c'est un accès rapide aux couleurs, disons. Ici on peut voir que ça gère les calques, alors c'est indiqué que je suis sur le calque 1, ici que aucun objet n'est sélectionné. À chaque fois ici j'ai des petites Z en fait qui s'affichent en fonction de l'outil que j'ai sélectionné, de ce que je suis en train de faire dans la fenêtre. Ça m'indique en fait les raccourcis clavier que je peux utiliser par exemple pour faire telle ou telle chose. La petite croix ici c'est aucune couleur, truc qui est bien pratique. Le menu du haut, forcément, comme dans tous les logiciels, avec ici pour enregistrer, sauvegarder. Il faut savoir que Inkscape enregistre au format SVG. Le format SVG, c'est un format qui peut être ouvert dans les navigateurs web récents. C'est un format qui peut s'intégrer dans du HTML et être géré avec du CSS. Donc c'est un format qui est quand même assez solide, qui est bien foutu. Seulement, Inkscape n'est pas obligé de sauvegarder dans ce format-là, il comprend forcément d'autres formats. Il peut aussi exporter dans un format bitmap. Si vous voulez
créer votre image en vectoriel et l'exporter en bitmap, vous pouvez le faire, vous pouvez exporter en PNG par exemple. En PNG sans fond même, si vous voulez faire des icônes ou des choses comme ça. Ou si vous voulez faire un fond d'écran, ou je sais pas. Il peut importer aussi des formats divers, des formats bitmap ou vectoriels. Il peut par exemple ouvrir du format Illustrator, si je me trompe pas. Mais bon, le format Illustrator c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le SVG est mieux, et Illustrator peut lire du SVG, donc autant travailler avec du SVG. Par contre, Inkscape ne sauvegarde pas dans le format Illustrator. C'était le cas avant dans les anciennes versions, dans la version 0.45 ou 0.46. Maintenant, ici, je suis à la version... Ici, j'ai la version 0.48. Je crois qu'il y en a une nouvelle. Je suis pas sûr. 0.48, et le format Illustrator n'est plus... on ne peut plus sauvegarder dans le format Illustrator. Ce qui est embêtant parce qu'en fait, Cinema 4D, le logiciel de 3D que je fais des tutoriels sur la chaîne principale, permettait d'ouvrir le format Illustrator, mais Cinema 4D ne sait pas ouvrir le format SVG. Donc en fait, le lien entre Inkscape et Cinema 4D a été cassé au moment où le format Illustrator a été retiré d'Inkscape. Ensuite ici on a les icônes de raccourcis pour créer un nouveau document, ouvrir un document, enregistrer, imprimer, importer une image SVG, donc vectorielle ou bitmap, donc par exemple un PNG ou un JPG, et ici exporter en bitmap, c'est-à-dire exporter au format PNG par exemple. Annuler et refaire, les copier-coller, les zooms, etc. Il y a plus d'icônes, sauf que moi j'ai réduit la fenêtre pour que ça rentre dans la capture. Ici tout à droite on a en fait les outils de magnétisme, c'est-à-dire que tous les outils, toutes les fonctions qui permettent en fait aux éléments de s'accrocher à la grille du fond, qu'on ne voit pas ici parce qu'elle n'est pas affichée, mais qui permet en fait d'aligner correctement les éléments, par exemple les uns par rapport aux autres, ou ce genre de choses. J'en parlerai sans doute pas. Donc qu'est-ce que je vais montrer? Je vais montrer en fait comment fonctionne un logiciel vectoriel, comment on peut s'en servir assez facilement. D'abord ici on a quelques outils qui sont vraiment très utiles. On a celui-ci, l'outil éditer les nœuds, parce que celui-ci, vous allez l'utiliser tout le temps. La touche de raccourci ici, c'est indiqué que c'est F2, et il faut savoir qu'il y a plusieurs raccourcis possibles dans Inkscape pour utiliser les outils. C'est-à-dire qu'ici, je prends l'outil de sélection. Si je veux prendre l'outil de sélection des nœuds, je peux appuyer sur F2, mais je peux aussi appuyer sur la touche N. N comme nœud. C'est un moyen assez simple de s'en rappeler. Le N, la touche N, comme un nœud, bon bah voilà. C'est pour utiliser en fait cette touche de raccourci pour utiliser cet outil. Ça vous l'utiliserez énormément. Si vous appuyez sur la touche espace, vous revenez sous l'outil de sélection. Ça fait un peu comme dans Cinema 4D, quand on appuie sur la touche espace, on rebascule sur l'outil de sélection. Donc, et quand je rappuie encore une fois sur espace, je reviens en fait sur l'outil précédent. Donc, comme dans Cinema 4D. Ceux qui utilisent Cinema 4D ou qui suivent mes tutoriels sur la chaîne principale sont sans doute au courant de ça. Donc cet outil-là, l'outil des nœuds, on va l'utiliser après. Ici, création des carrés, création des cercles et des ellipses. Ce sont des outils assez basiques. Alors ah oui, avant que je commence quoi que ce soit, ici on a une page format A4 qui est ouverte quand on ouvre Inkscape. On n'est pas obligé de garder ça, et on n'est pas obligé de travailler à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait dessiner ici à côté. Donc si ça vous gêne, vous pouvez tout à fait le retirer. Vous allez dans Fichier, Propriétés du document. Vous avez cette boîte de dialogue qui vous indique en fait ici tous les formats de documents que vous pouvez avoir. Il y a pas mal de choix. Par défaut, c'est celui-là. Ici, vous avez l'unité d'utiliser, c'est du pixel. Vous pouvez tout à fait demander, par exemple, ici à avoir un format que vous voulez. Par exemple, du 800 par 600. 800 par 600 pixels, voilà. Et si cet élément-là, cette boîte vous gêne, vous pouvez retirer la bordure, et puis l'ombre, et vous pouvez retirer la bordure. Voilà, comme ça. Et comme en haut vous avez des règles, ici vous avez le 0, et ici vous avez le 0 aussi, qui vous indique en fait où se trouve le coin inférieur
gauche du document. Donc ça vous permet quand même de vous retrouver dans la page, même si vous n'avez pas affiché le truc. Mais vous pouvez le garder d'afficher, puis zoomer dessus simplement. Donc ici, la création des carrés, on a juste à le sélectionner, clic, déplacer, on fait un carré. Alors ici, il m'a pris en fait les derniers réglages que j'ai utilisés, mais bon, vous n'aurez pas forcément ces couleurs-là. Donc quand on a fait un élément comme ça, on peut voir qu'il y a des petites poignées ici, ici et ici. Ces poignées permettent justement de redimensionner l'élément, c'est-à-dire que je peux tout à fait recliquer dessus et changer la taille. Voilà, de ce côté-là, de ce côté-là. Ici, cette poignée est différente, elle est ronde. Celles-ci sont carrées, celle-ci est ronde. Parce que celle-ci, en fait, gère l'arrondi de la boîte. Et le deuxième ici, le deuxième rond qui est resté en place, c'est parce que je peux avoir des arrondis différents sur les deux angles, sur les deux bords. Donc voilà, et je peux les remettre comme ça au carré si je veux. Quand on prend l'outil de sélection, on voit qu'il y a des petites poignées qui permettent aussi de redimensionner la boîte. Voilà. Et quand je sélectionne dessus, alors là on peut redimensionner dans tous les sens, hein, forcément, comme ça et comme ça. Et quand elle est sélectionnée, que j'ai les petites poignées, si je reclique une deuxième fois dessus, ça switch dans un mode qui permet de faire des rotations. Ici maintenant, j'ai des petites flèches qui permettent de faire tourner en fait l'élément comme je veux. Ici, ici. Ça tourne en fonction de ce petit plus qui est ici, cette petite marque, que je peux déplacer. Je peux tout à fait la prendre et venir la mettre ici. Et quand je vais faire une rotation, ça va tourner en fonction de cette marque. Donc cette marque, je peux même mettre à l'extérieur si je veux. Voilà, ce qui me permet de faire des rotations autour. Alors on va essayer de le remettre à peu près bien. Voilà, je peux remettre la marque où je veux au milieu. Ici et ici, c'est pour les inclinaisons. Voilà. Voilà. Et si je veux revenir sur le mode précédent, je reclique encore une fois sur l'élément et ça re-switch en fait sur le mode de mise à l'échelle. Ici, j'ai un carré vert avec un contour noir. Ici en bas, on peut voir remplissage vert, contour noir. Et le haut ici, qui est à 100, ça indique l'opacité. L'opacité est à 100. Et je suis sur le calque 1, qui est affiché, il est visible et il n'est pas verrouillé. On va afficher les calques. Donc, pour ça, on va dans calque, et ici, calque. Tac, ça affiche en fait ici la palette des calques qu'on peut agrandir en cherchant la fin de la palette qui est à peu près ici. Voilà, donc là j'ai la palette des calques. Je suis sur le calque 1. Je peux créer des nouveaux calques avec le petit plus qui est ici. Je lui donne un nom et je fais ajouter, ça ajoute un nouveau calque. Je peux les déplacer, les remonter, les descendre, je peux les renommer en cliquant dessus, et je peux les supprimer simplement en les sélectionnant et avec le petit moins qui est ici. Donc le petit plus pour les ajouter, le petit moins pour les supprimer. Je peux cacher le contenu d'un calque, l'afficher, verrouiller un calque pour éviter de le modifier, là je peux plus sélectionner, donc je peux le déverrouiller pour de nouveau sélectionner les éléments qui sont dedans. Je peux prendre un calque, sélectionner et ici jouer avec son opacité, le rendre transparent. Voilà, et ici j'ai les fonctions un petit peu comme dans Photoshop, produit, superposition, etc. Il n'y a pas autant que dans Photoshop parce que ici c'est du vectoriel, mais c'est quand même des modes de fondu intéressants. Donc je vais effacer ça, voilà, je suis toujours sur le calque 1, je vais créer une sphère, un cercle maintenant. Voilà, j'ai un cercle. Je peux changer, alors oui je disais ici remplissage contour, je peux changer ça. Si je clique ici par exemple sur cette couleur là, ça change l'intérieur, ça change de remplissage. Si je clique avec l'autre bouton, je peux définir le remplissage ou le contour. Par exemple je peux très bien aller ici, je fais un clic et je fais définir le contour. Et ça change en fait la couleur du contour. Bon, ça c'est pratique, mais c'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'afficher en fait la boîte de dialogue qui gère ça. Et là, vous la trouverez ici dans Objet, Remplissage et Contours. Il y a une icône en fait aussi en bas à droite qui s'affiche, qui fait la même chose. Donc ça affiche cette boîte de dialogue là. Alors j'ai toujours ma palette des calques ici, et au-dessus j'ai la remplissage et contours, avec ici un onglet pour le fond, qui me permet de choisir en fait la couleur du fond. Donc ici je peux choisir la couleur, je peux choisir ici l'opacité, si je veux que ça soit transparent ou opaque. Je peux retirer complètement le fond, avec la petite croix qui est ici, ça retire complètement le fond.
je peux choisir un fond uni, je peux choisir un dégradé, voilà, dégradé, on peut éditer les dégradés, ça j'en parlerai sans doute dans un autre tutoriel si j'en fais. Dégradé ici radial, on peut choisir aussi des motifs, et ici échantillon, j'en parlerai plus tard, parce que ça est un peu plus compliqué. Donc on va rester sur les choses basiques, parce que j'ai dit que c'était un tutoriel basique. Donc ici, j'ai tout ce qu'il faut pour changer le fond. Ici on a un autre onglet contour, on peut sélectionner, pareil, on peut retirer le contour, mettre un contour avec une couleur unie, choisir la couleur, voilà, on va mettre un truc bleu. On peut prendre un dégradé, vous voyez, c'est les dégradés, un dégradé radial, pareil un motif, etc. Donc là l'opacité, pareil aussi. On peut aussi gérer avec le flou et l'opacité de l'élément, c'est-à-dire que quand j'ai un truc de sélectionner, je peux le rendre flou, comme ça. Et en fait, comme contrairement à Photoshop, quand vous avez mis un filtre flou sur un élément, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ici, c'est du vectoriel, je peux tout à fait remettre ça net sans aucun problème. On peut jouer aussi avec l'opacité, forcément. Et ici, on a le style du contour, c'est-à-dire le contour qui est ici. Ici, il a une épaisseur de 10. Je peux tout à fait lui mettre une épaisseur de 50 si je veux, ou au contraire une épaisseur de 5. Voilà. Je peux ici choisir en fait le style. Alors, je vais remettre 10 pour que ça soit plus visible. Ah, je vais y arriver. Ici, on peut choisir de mettre des pointillés, par exemple. Toutes sortes de pointillés. Comme ça. Ou remettre, si on veut, des lignes pleines. On peut demander à mettre, en fait, quand c'est juste une ligne, d'avoir une flèche au début ou une flèche à la fin. Donc vous voyez, on peut faire pas mal de choses. Ici, c'est pour gérer en fait les angles, si on veut des angles carrés, des angles arrondis ou des angles tranchés. Et ici, quand c'est juste des lignes, c'est les extrémités, comment elles se terminent. Soit très carré comme ça, juste au beurre, soit avec un arrondi, ou alors carré, mais avec un petit débeurre. Donc ça, c'était les formes basiques. On peut garder ces fenêtres ouvertes, on peut aussi les minimiser si on veut, comme ça. Si on veut pouvoir y revenir assez facilement. Donc ça c'était les formes basiques. Ici on a d'autres formes un peu moins basiques mais intéressantes. Ici l'étoile, voilà. Ça reprend en fait les derniers paramètres que j'ai mis aussi pour le remplissage et le contour. Et je peux toujours venir les remodifier si je veux. Je sélectionne l'étoile, je peux changer la couleur, l'opacité, etc. Le contour, pareil, je peux changer ça comme je veux. Ça fonctionne très bien. Donc là, j'ai une étoile de sélectionner, je prends l'outil étoile. Ici, vous pouvez voir qu'on peut switcher entre étoile et pentagone. Voilà. Ici, on a le nombre de sommets, je peux en mettre plusieurs. Ici, le ratio des rayons. Voilà, comme ça, ou alors comme ça. Tac. On va faire ça. Comme ça. Ouais, c'est tout un truc qui est pas trop moche. Comme ça. L'arrondi, si on veut un arrondi. Là, là, j'ai arrondi les formes. Quand on a fait ça, on peut tout à fait le déformer, on peut toujours revenir dessus, et ici, on a en fait des petites poignées qui permettent justement de gérer ça de manière plus intuitive. On peut faire des choses assez intéressantes. On peut toujours revenir sur le mode pentagone, retravailler avec, revenir sur le mode étoile, il n'y a aucun problème. On n'est jamais bloqué en fait. Donc ça, c'est les outils pentagone étoile. Ici spirale, j'en veux pas en parler, ça fait des spirales. Ces outils-là, alors celui-là et celui-là surtout, je vais en parler après. Ici, l'outil texte, alors on clique, on clique, là, on clique, on peut taper du texte, on peut mettre à l'échelle le texte. Avec l'outil texte, on peut choisir une police de caractères. Alors, celle que vous voulez. Voilà, on va en prendre une autre. Voilà, encore une autre. Que je vais... Comme ça, ici on a la taille du texte. Ici, si on veut centrer ou pas, il y a pas mal de réglages. On a aussi en fait
ça dans ici texte et police. On a une boîte de dialogue qui est plus pratique parce qu'en fait ici on a un aperçu de la police que l'on choisit avant de l'appliquer. C'est-à-dire qu'on choisit en fait la police que l'on veut et quand on est satisfait, on a juste à faire appliquer et ça l'applique en fait au texte avec tous les paramètres. Et ici on a le texte qui est contenu. Si vous êtes embêté pour le taper ici, vous pouvez le taper ici. Voilà. Donc ça c'est le texte avec toujours pareil les mêmes outils. On peut recliquer sur un élément de texte et puis le faire tourner, le déformer, etc. On retrouve toujours les mêmes outils. Hein. Donc ça je le ferme. Ici le spray je vais pas en parler, la gomme je vais pas en parler, le pot de peinture non plus. Ici l'outil des dégradés, c'est-à-dire que quand vous faites un dégradé, on va prendre un élément comme ça, on va mettre dans le fond un dégradé, et donc voilà, j'ai un cercle avec un dégradé. Je prends l'outil dégradé, ici on peut modifier les poignées du dégradé, c'est-à-dire qu'ici j'ai une petite poignée qui me permet d'indiquer où est-ce que cette partie-là du dégradé est et où est-ce que cette partie-là se trouve. Donc on peut placer ça un petit peu comme on veut. On peut mettre ça comme ça. Ici on peut toujours éditer les dégradés. Voilà, on va faire un dégradé vert, un dégradé, on va dire bleu opaque. Voilà, et donc là je peux toujours déplacer les petites poignées. Je peux aussi rajouter des poignées, c'est-à-dire que je remets mon éditeur de dégradé, et ici je peux faire ajouter un stop, ça m'ajoute un point supplémentaire ici, je peux le sélectionner, et il est là, et changer la couleur de ce point. Je peux rajouter encore un autre, voilà, le sélectionner, changer sa couleur, et ainsi de suite, et je peux toujours déplacer les autres poignées comme je veux. Donc c'est vraiment très... on est assez libre, c'est-à-dire que jamais on est obligé de revenir, de faire des CTRL Z pour revenir en arrière, on peut toujours venir retoucher en fait un élément qu'on a fait. Donc voilà. Donc là, comme ça. J'efface ça. Ici la pipette pour choisir des couleurs, et cet outil-là je ne vais pas en parler. Donc, ça, on va le fermer pour le moment. Les calques, je vais les garder. Ces deux outils-là, et l'outil nœud ici, ce sont les outils les plus géniaux des logiciels vectoriels. Ici, l'outil qui est ici, qui s'appelle dessiner des lignes à main levée, c'est le pinceau en fait, et celui-ci c'est tracer des courbes de Bézier. Alors, quand vous êtes sur notre outil, si vous appuyez sur B, ça sélectionne l'outil des courbes de Bézier, P comme Bézier, et si vous appuyez sur P, ça sélectionne l'outil pinceau, pencil, c'est-à-dire le crayon, donc N pour éditer les nœuds, P pour le crayon, B pour le Bézier. Des moyens assez simples à retenir. Donc ici on prend le premier, le crayon. Par défaut, il doit être ici à peu près à 10 au niveau du lissage avec ces réglages-là. C'est-à-dire que quand vous faites un trait comme ça, si vous avez une tablette graphique, c'est mieux, mais vous n'êtes pas obligé dans un logiciel vectoriel. Mais si vous avez une tablette graphique, c'est plus pratique. Si vous faites une ligne et que vous n'avez pas très l'habitude, voilà, là on a une ligne qui est pas tout à fait droite. On voit il y a des petits pics, etc. C'est pas très beau. Si je fais la même chose en augmentant le lissage, par exemple à 50, je fais la même chose, même si je fais des petits pics ici, quand je vais relâcher, la ligne est parfaite. Parce qu'en fait, le logiciel a lissé la ligne de manière à effacer en fait tous les petits tremblements. Ce qui fait que quand on sélectionne l'outil nœud, qui permet de voir les nœuds, si je regarde en fait sur celle qui est lissée, je prends l'outil nœud, on voit qu'il y a un nœud ici, que je peux redéplacer comme je veux. Hein. Vous voyez, ce sont des courbes de Bézier. On peut les travailler leur arrondi, comme dans l'outil pinceau, l'outil plume dans Photoshop. Et que si je prends la même chose sur la ligne sans le lissage, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de points. Alors c'est plus précis pour les petits détails, parce que là il y a vraiment beaucoup de points, mais seulement, vous voyez que c'est ingérable en fait, si je veux travailler sur des courbes belles.
Donc ce que je vous conseille, c'est de cet outil-là, de mettre le lissage dans les alentours de 50. Vous pouvez mettre soit un petit peu plus ou un petit peu moins en fonction de l'habitude que vous voulez, que vous prenez en fait avec les outils. Donc là, ça permet en fait de travailler sur des courbes qui sont belles, même si vous les ratez en fait, elles sont toujours belles. Ça c'est le lissage de l'outil pinceau. Ici vous avez un deuxième mode, parce que là je suis dans le premier mode, le mode je crée un chemin de Bézier régulier. Vous avez le deuxième mode, le mode spirographique, qui permet en fait de créer des formes très arrondies. C'est-à-dire que par exemple je peux faire ça, hop, et j'ai une forme qui est très belle, même si je rate mon tracé. Si je fais ça, puis hop, je rate, hop, la forme est belle quand même. Donc parce qu'en fait le logiciel va modifier en fait le tracé de manière à ce que ça soit beau à la fin. Donc même quand on ne sait pas dessiner, en fait le logiciel est là pour vous aider. Ici l'outil courbe de Bézier va vous permettre de faire exactement la même chose mais avec des courbes de Bézier simplement comme dans l'outil plume dans Photoshop. C'est-à-dire qu'on trace un point, on se déplace, on appuie, on reste appuyé, on se déplace, on va plus loin, on appuie, on reste appuyé, on se déplace, et ainsi de suite, comme ça. Et quand on a fini en fait le truc, on fait entrer et on a une courbe. Ici, si je fais la même chose en mode spiro, en mode spirographe, je fais ça, je fais ça, je fais ça, ensuite on va faire un truc comme ça, carrément comme ça, je fais entrer, et ici vous voyez en fait, le logiciel a arrondi en fait tout le tracé. Ici, volontairement, j'ai pas fait des courbes de Bézier, parce que je peux passer en mode point, sélectionner ma courbe, et je peux toujours revenir retoucher ces points-là. C'est-à-dire que ici, ce point-là, je peux le sélectionner, et dans ces paramètres en haut ici, je peux demander à ce qu'il soit arrondi. Ce point-là, je peux le sélectionner, voilà, et demander à ce qu'il soit arrondi aussi. Donc on peut toujours revenir retoucher, et je peux toujours reprendre une ligne, et la déplacer comme je veux, pour faire en fait le tracé que je veux voir au final. Donc ça, c'est des lignes toutes bêtes, toutes simples, mais il n'y a pas que ça. On peut reprendre ici l'outil pinceau. Je vais prendre ce mode-là, en mode lissage, 50, mode normal. Ici, à la place de forme aucun, je peux choisir triangle décroissant. C'est-à-dire qu'en fait, le tracé va avoir une forme triangulaire, enfin, va avoir une forme épaisse au début et fin à la fin. Si je fais un tracé, voilà ce que j'obtiens. Une forme épaisse au début et fin à la fin. Et là, je n'utilise pas la pression de la tablette graphique. Hein. C'est juste un tracé comme ça. Ça prend en fait un triangle et ça l'étire tout au long du tracé. Je peux faire un triangle dans l'autre sens, ce qui fait que je vais avoir quelque chose de fin au début et épais à la fin. Je peux prendre une forme elliptique, donc ellipse, qui va faire fin au début, au milieu épais, et à la fin, ça sera fin aussi. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et ça, je l'utilise ici avec le pinceau. Ça marche aussi avec l'outil Bézier. Je peux tout à fait prendre ici une ellipse et faire ça avec l'outil Bézier, comme ça. Comme ça. Et là, j'ai une forme fin ici, épais ici, fin ici. Je remets aucun. Voilà, parfait. On peut sélectionner les éléments, plusieurs éléments. Il faut les sélectionner entièrement pour qu'ils soient sélectionnés. Ce qu'on peut faire aussi, on peut grouper des éléments. Par exemple, je vais faire deux sphères, je vais faire deux carrés. Imaginons que je veux grouper ces deux-là, je les sélectionne. Voilà, ils sont tous les deux sélectionnés. Je peux aller dans Objet et faire grouper. Ça les groupe ensemble. Je peux aussi utiliser ce qu'on appelle des opérations booléennes, comme dans Cinema 4D. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je mets le cercle et le carré ensemble, je vais les sélectionner. Je vais dans chemin, et ici j'ai union, qui va en fait regrouper les deux. Je vais revenir en arrière, je les resélectionne. J'ai aussi différence, qui va en soustraire un à l'autre. Je reviens en arrière. J'ai aussi intersection, qui fait que l'intersection des deux éléments. Donc CTRL Z, voilà. Je peux aussi faire une exclusion, c'est-à-dire que ça me retire en fait l'intersection des deux. On sélectionne. J'ai aussi ici division. En fait, la partie qui était l'intersection des deux
est devenu un élément à part. Donc je reviens en arrière. Voilà, et j'ai aussi ici découpé le chemin. Voilà, donc ça me fait ça comme ça, c'est-à-dire que ça m'a découpé en fait le contour. Donc ça je retire, ça je retire. Quand on a groupé des éléments, on peut aussi les dégrouper, hein, forcément. C'est-à-dire que si je prends deux éléments, je les groupe dans objet groupé, c'est plus qu'un seul élément, n'importe lequel que je sélectionne, ça sélectionne les deux, mais je peux aussi retourner dans objet et faire dégrouper. Ça les resépare. Donc on n'est jamais limité. Hein. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Ah oui, une dernière chose. On va faire un truc comme ça, voilà. J'ai plusieurs éléments. Je les mets les uns par-dessus les autres. On voit que c'est celui-ci en premier, celui-là après celui-là, après celui-là. Je peux changer l'ordre, c'est-à-dire que je peux prendre celui-là, puis le dire on va le mettre au fond. Ici en haut, j'ai des petites icônes dans l'outil de sélection. J'ai ici descendre la sélection vers l'arrière-plan, descendre la sélection d'un cran vers l'arrière-plan, la remonter d'un cran vers le haut, vers le premier plan, et la remettre en fait au premier plan. Donc si je prends au premier plan, cette sélection-là va devenir devant tout le reste. Voilà. Si je prends ça, ça va la mettre tout au fond. Je peux la remonter progressivement avec celui-là, voilà, et la faire redescendre progressivement avec celui-là. Pareil pour les autres, hein, forcément. Ici, on peut la reculer, faire revenir au premier plan. Donc, on peut en fait s'organiser comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, quand on a un élément comme celui-ci, et qu'on veut éditer les nœuds, on clique ici sur le truc, l'outil d'édition des nœuds. Seulement ici, on n'a pas tous les nœuds, en fait, on n'a que les nœuds du cercle. Si je veux vraiment éditer tous les nœuds, il faut que je transforme ça en chemin. C'est-à-dire qu'ici, je le sélectionne, je prends l'outil d'édition des nœuds, et ici, j'ai une petite icône, convertir les objets sélectionnés en chemin. Vous l'avez aussi ici dans chemin, objet en chemin. Donc si je clique sur l'une ou l'autre des icônes, ça transforme en fait l'élément en chemin comme si j'avais fait en fait avec les courbes de Bézier. Donc là je peux ensuite modifier les formes comme je veux. Voilà. Travailler en fait les arrondis. Alors ça, travailler les arrondis. L'arrondi qui est ici, je peux demander à ce qu'il soit plus dur. Et puis ensuite faire quelque chose comme ça. Ou alors au contraire, si je veux l'arrondir, je peux revenir sur une forme très arrondie. Voilà, comme ça. Donc on peut toujours revenir retravailler les formes. Voilà, je pense avoir tout dit pour cette première vidéo tutoriel présentation du logiciel sur Inkscape. Il faut savoir que le logiciel est vraiment très très complet. Je ferai quelques petits tutoriels dessus, pas énormément, et je sais pas à quel comment dire, si j'en ferai souvent. C'est-à-dire que si j'en ferai plusieurs à la suite, ou s'il faudra attendre longtemps pour que j'en fasse d'autres. Mais je vais en faire quelques-uns. Si vous avez des questions particulières à poser sur le logiciel ou sur comment réaliser certaines choses, bah il n'y a pas de problème, vous les posez. Voilà. Donc ensuite, ce que je vous conseille vraiment, c'est première chose à faire, l'outil ici, pinceau, le mettre le lissage à peu près à 50, et puis n'oubliez pas que ici vous avez remplissage et contours et la palette des calques ici que vous avez ici dans calque, ça c'est vraiment les boîtes de dialogue que vous allez utiliser énormément. Il faut savoir que vous pouvez les détacher, hein. Et on peut les déplacer comme ça et avoir une fenêtre totalement séparée que vous pouvez mettre en dehors du logiciel même et venir la redocker ici si vous avez besoin. Voilà, donc ça c'est parfait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce logiciel.